Je suis une légende est le deuxième long métrage du réalisateur Francis Lawrence. Il raconte l'histoire d'un homme qui lutte pour sa survie dans un monde post-apocalyptique. Le film a généré plus de 600 millions de dollars, mais a été reporté plusieurs fois à cause de son gros budget. Comment ce blockbuster a-t-il quand même abouti? Pourquoi les fans ont trouvé le film inspiré plutôt qu'adapté? Comment des noms de stars comme Nicolas Cage ou Mel Gibson ont été mentionnés dans le film? Des questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo en plus de nombreuses autres anecdotes. Plongeons maintenant dans l'univers fascinant de Je suis une légende. On doit ce chef-d'œuvre à Richard Matheson, un écrivain américain connu pour ses contributions remarquables à la littérature de science-fiction, de fantastique et d'horreur. Matheson a écrit de nombreux romans, nouvelles et scénarios pour la télévision et le cinéma, influençant ainsi de nombreux auteurs et cinéastes. Son œuvre la plus célèbre est probablement le roman Je suis une légende, publié en 1954. Cette histoire révolutionnaire a inspiré un nouveau genre de fiction post-apocalyptique. Dans ce roman, Matheson explore les thèmes de l'isolement, de la survie et de l'identité dans un monde dévasté par une pandémie qui transforme les humains en vampires. Le protagoniste Robert Neville est un homme ordinaire qui lutte pour sa survie tout en cherchant un remède à cette épidémie. Je suis une légende est salué pour son approche réaliste et psychologique du genre, mettant en avant les luttes intérieures et les émotions du personnage principal. Au-delà de Je suis une légende, Richard Matheson a écrit de nombreux autres ouvrages influents, tels que L'homme qui rétrécit et La maison des damnés. Son travail continue d'inspirer les écrivains et les cinéastes, laissant derrière lui un héritage durable dans le monde de la littérature de genre. Le roman Je suis une légende a connu 3 adaptations cinématographiques. La première est sortie en 1964, réalisée par Ubaldo Ragona et Sidney Salkow, avec Vincent Price dans le rôle principal. Richard Matheson en écrit le scénario, mais il se fait créditer au générique sous le patronyme de Logan Swanson à la suite de ses désaccords avec la production. Notamment pour le choix de l'acteur principal Vincent Price, malgré les performances de celui-ci. Ce film italo-américain intitulé Le dernier homme sur Terre manque certainement de moyens mais reste très proche de la vision de l'auteur et parvient parfaitement à immerger les téléspectateurs dans l'ambiance du roman. Robert Neville revit une deuxième fois dans le film de Boris Sagal. Sorti en 1971, le film s'intitule Le Survivant et met en vedette Charlton Heston. Le projet se monta à l'initiative de ce dernier qui découvrit le roman de Richard Matheson au gré d'un voyage en avion. Ignorant tout de la première adaptation, l'acteur se lança donc dans la production l'esprit dégagé de toute influence. Ce long-métrage est assez peu fidèle au livre de Matheson. Plusieurs personnages humains sont ajoutés et les membres de la famille sont largement repensés en termes de secte. Le film montre une scène d'amour dont un baiser entre Neville et Lisa. Un blanc et une noire, et serait l'une des premières représentations de cette nature dans un film américain. L'équipe du film, dont la co-scénariste Joyce Corrington, a plus tard émis l'hypothèse que le choix de l'actrice ainsi que sa composition avait sans doute été influencé par la montée du mouvement Black Power. Le mouvement des Noirs américains qui luttait contre la ségrégation raciale dans les années 1960 et 1970. Pour revenir au contexte, nous sommes dans les années 90. La Warner confie l'écriture d'un scénario à Mark Protosevich qui situe l'intrigue à San Francisco. Tom Cruise et Michael Douglas sont intéressés pour jouer Neville, avant que Ridley Scott soit engagé pour réaliser le film avec Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche. Le réalisateur engage Sylvain Desprez pour le storyboard et John Logan pour réécrire le script selon ses directives. Mais l'importance du budget estimé à plus de 100 millions de dollars effraie le studio qui annule temporairement le film. Rob Bowman, Michael Bay, Guillermo del Toro et Mathieu Kassovitz sont envisagés à la réalisation, avant que la Warner trouve enfin une équipe susceptible de concrétiser une nouvelle vision de l'histoire. En 2005, le scénariste et producteur Akiva Goldsman, connu pour son film Un homme d'exception, et le réalisateur Francis Lawrence, qui a réalisé le célèbre film Constantine, sont choisis pour adapter l'œuvre de Richard Matheson pour la 3e fois. Une adaptation que Akiva Goldsman souhaite orienter dans la veine de Le Survivant, dont il se dit fan. Tout en se basant sur une première ébauche signée Mark Protosevich. À noter que James Cameron et Paul Verhoeven avaient également manifesté leur intérêt pour cette adaptation et d'autres noms ont été évoqués pour incarner le protagoniste, comme Mel Gibson, Nicolas Cage et Kurt Russell. Et c'est finalement Will Smith, très motivé par le projet, qui obtient le rôle. Voilà précisément une des premières différences avec le roman. En effet, Will Smith fait contraste avec le protagoniste du roman, qui est un grand homme blanc aux yeux bleus. Une différence raciale qui a marqué les fans du livre. Will Smith est astreint à un régime strict pour les besoins du personnage, perdant une dizaine de kilos en quelques mois. Nous l'avons fait travailler dans des conditions très dures, explique l'entraîneur Darrell Foster. Menu basse calories, entraînement en altitude, accoutumance à la chaleur, au froid, à l'humidité. Cela l'a aidé à se mettre dans la peau du personnage, tant physiquement que mentalement. Des scènes d'entraînement ont même été incluses dans le film, ce qui constitue une deuxième différence. Dans le film, Neville a une parfaite hygiène de vie, fait du sport, s'entretient et a la chance d'avoir un chien pour lui tenir compagnie.
Dans le roman, le personnage de Robert Neville est plus cabossé. Il souffre de sa totale solitude, de la perte de sa famille et de ses amis, du remords d'avoir dû tuer sa femme transformée en vampire. Il sombre de longs mois dans l'alcool, perd l'appétit et néglige totalement son apparence. Pour ce projet d'envergure qui marque seulement sa deuxième réalisation, Francis Lawrence s'est entouré d'une équipe solide. Emmené entre autres par les producteurs David Hellman qui a travaillé dans la saga Harry Potter et Neil Moritz dans le Grand Triple X. Lawrence a également choisi Andrew Lenny qui était présent dans la trilogie du Seigneur des Anneaux comme directeur de la photographie et le chef costumier Michael Kaplan qui a bossé sur Blade Runner. Pour incarner l'univers post-apocalyptique tant apprécié par les fans du roman, Francis Lawrence a choisi de tourner une grande partie du film à New York, donnant ainsi une ambiance très réaliste et authentique à l'histoire, incluant la grande scène de flashback, celle de l'évacuation et de l'explosion du pont de Brooklyn. Une séquence tournée durant 6 nuits avec plus de 1000 figurants, 150 gardes nationaux et l'accord de quelques 14 organisations officielles. C'est la scène la plus chère jamais tournée dans la grosse pomme, avec 5 millions de dollars. Le choix du réalisateur fait la troisième différence avec le livre. En effet, l'histoire de ce dernier se trouve à Los Angeles et non pas à New York. Même la période a été modifiée pour la crédibilité du film. Alors que le livre se déroule entre 1975 et 1978 dans un monde uchronique, le film se passe entre 2009 et 2012. Cela a été favorable pour Francis Lawrence, qui a utilisé ceci pour apporter une vision sombre et immersive à son œuvre. La chef décoratrice Naomi Chohan explique : Dès l'annonce de la pandémie, la ville a réagi dans l'urgence et la panique. La population a laissé derrière elle un paysage de guerre, puis une nouvelle vie a surgi, ce qui donne au décor une dimension poétique. Les canalisations en se rompant ont creusé des fondrières où des tronçons de rues et des pans d'immeubles se sont écroulés. Des court-circuits, des fuites de gaz ont provoqué des incendies et des explosions, puis Mère Nature a rapidement gagné du terrain, donnant aux canyons urbains de New York l'allure sauvage et romantique des paysages de l'Ouest américain du XIXe siècle. Ensuite, une rencontre a été organisée entre Will Smith et certains scientifiques d'un centre de contrôle des maladies CDC, chargé de l'étude des plus redoutables virus au monde. La rencontre a permis à l'équipe de non seulement mettre en place la scène d'évacuation de New York crédible, basée sur les procédures de quarantaine validées par le CDC, mais également de former Will Smith aux gestes scientifiques. En voilà une quatrième différence. Dans le livre, Robert Neville est ouvrier à l'usine et c'est en véritable autodidacte qu'il va chercher un remède contre la bactérie qui transforme les humains en vampires. Au contraire, dans le film, Neville est un médecin militaire spécialisé en virologie. Il connaît les techniques de combat et dispose d'un véritable laboratoire dans sa cave. Parlons maintenant un peu du casting. En plus de Will Smith, Alice Braga a été sollicitée pour incarner Anna, un personnage fort et déterminé. Elle est la dernière survivante d'un groupe de survivants qui ont échappé aux créatures infectées et elle rejoint Neville dans sa quête pour trouver un remède pour la pandémie. Anna apporte une touche d'humanité et d'espoir dans l'histoire, apportant une perspective différente à Neville et l'aidant à surmonter sa solitude. L'autre vedette du film est Sam, le chien de Robert Neville. Un magnifique berger allemand qui s'avère être en réalité une femelle. Prénommée AB et âgée de 3 ans, elle a été découverte par hasard dans un chenil californien par le responsable animalier Steve Behrens et spécialement dressée pour le film. Devenue très proche de son maître Will Smith, elle a partagé sans rechigner la plupart de ses scènes, à l'exception d'une seule séquence, pour laquelle elle a été doublée par un autre chien. Le lien émotionnel entre Neville et Sam est l'un des aspects les plus touchants du film, malgré son absence dans le roman qui marque la 5e différence, où Robert Neville essaie d'en apprivoiser un, mais celui-ci meurt peu de temps après. On va enchaîner tout de suite après avec une 6e différence, qui touche les infectés. Les personnages antagonistes de Robert Neville, conduits par leur alpha interprété par Dash Mioch. Ils sont l'œuvre du designer français Patrick Tatopoulou, déjà à l'œuvre sur Pitch Black, Godzilla, Underworld et Silent Hill. Supervisé par Jeanne Exir, ces créatures mêlent images de synthèse et motion capture. Dans son roman, Richard Matheson indique que les personnes infectées se transforment en vampires et il s'attache à en montrer les signes révélateurs. Comme le fait que les mutants ne sortent que la nuit et sont plongés dans une sorte de sommeil la journée. Leur répulsion face à l'odeur de l'ail ou à des signes religieux, leur résistance aux balles et le fait qu'on ne peut les tuer qu'avec des pieux. Dans le film, le statut des mutants est moins clair, moitié zombie, moitié vampire. Et s'ils sont bien intolérants à la lumière du jour, par contre Neville se bat contre eux avec des armes à feu modernes. Pour finaliser la distribution, l'actrice qui a joué la fille de Robert Neville dans les flashbacks est nulle autre que la fille de Will Smith, Willow Smith. Elle s'appelle Marley dans le film, clin d'œil à Bob Marley. Vic Armstrong a été sollicité aussi en tant que réalisateur de seconde équipe et coordinateur des cascades sur le film. Véritable légende du métier, à l'œuvre depuis 1960 sur de nombreux James Bond et les Indiana Jones. La partition, quant à elle, a été confiée au compositeur James Newton Howard, déjà auteur du magnifique score du post-apocalyptique Waterworld. La réalisation du film, pourtant sans un grand nombre de dialogues, a nécessité quelques 7 mois de tournage et 8 mois de post-production.
Le tout orchestré dans la plus grande discrétion pour éviter que des informations sur le projet ne soient révélées. Le film étant très visuel, une grande liberté a été laissée à Will Smith et au réalisateur Francis Lawrence pour improviser des séquences et des plans, conduisant à des réécritures du scénario au fil du tournage. Le film est sorti en 2007. Et s'il n'a pas reçu un accueil enthousiaste de la critique, il a rencontré un certain succès public. Avec près de 3 millions d'entrées, il s'est classé 10e au box-office en France. Il a obtenu près de 600 millions de dollars pour un budget de 150 millions de dollars. La critique a déclaré que le film est beaucoup plus inspiré qu'adapté du livre de Richard Matheson, vu les divergences entre les deux médiums. Ce qui nous ramène à la 7e et dernière différence. La fin du film constitue la différence la plus flagrante avec son matériel source. Dans le livre, Robert est capturé par les vampires et meurt en comprenant que ceci représente la nouvelle humanité émergente, un nouveau monde en construction. Neville est une légende car il a été le dernier représentant d'une humanité qui disparaît avec lui. Rien à voir avec le scénario de 2007 où Neville apparaît comme le défenseur de l'humanité. Le dernier rempart contre la barbarie de mutants dégénérés. Grâce à ses recherches et son sacrifice, il va permettre aux derniers humains de survivre et de venir à bout du virus. Il existe également une fin alternative plus fidèle au texte original, où Robert Neville ne meurt pas et se rend compte que les infectés sont heureux tels qu'ils sont et souhaite seulement récupérer la jeune femme qu'il a capturée pour ses expérimentations. Bonus. Dans cette adaptation, une scène présente Robert Neville écoutant Three Little Birds, clin d'œil à l'adaptation éponyme de 1964, dans laquelle à la 60e minute, le protagoniste répète les mots « Everything gonna be alright ». Malgré que c'est toujours difficile d'adapter un roman ou une nouvelle à l'écran, le blockbuster de Francis Lawrence reste un film très poétique et offre une expérience satisfaisante aux spectateurs. Mêlant suspense, action et réflexion sur la condition humaine dans un monde post-apocalyptique. Une morale qui peut être tirée de « Je suis une légende » et que l'isolement peut être aussi dangereux que la menace extérieure. Malgré les circonstances difficiles auxquelles est confronté le protagoniste Robert Neville, son isolement et son refus de se connecter avec d'autres survivants lui causent autant de tort que les créatures infectées. La recherche de sens et de connexion avec les autres, même dans des situations extrêmes, peut apporter de l'espoir et de la résilience. Songez à vous abonner pour voir plus de vidéos de ce genre et mettez-nous dans les commentaires si vous avez constaté d'autres différences de cette adaptation. Merci encore et nous vous dirons à très bientôt.